Imaginez la scène, un président américain qui débarque en Europe en grande pompe, acclamé par les caméras, salué par les monarques, mais qui traîne derrière lui un casier judiciaire plus long que son discours sur l'Amérique d'abord. Un homme qui sourit au flash tout en étant rattrapé par des procès, des scandales, et des fréquentations qu'on préférerait oublier. Vous pensez que c'est le synopsis d'une série Netflix? Non. C'est la réalité. Et le personnage principal n'est autre que Donald J. Trump. Bienvenue dans cet épisode où nous allons plonger dans les coulisses d'un paradoxe. Comment un président en exercice peut-il jouer les grands hommes d'État à Windsor, sous les dorures royales, tout en étant éclaboussé par des affaires judiciaires, des liens embarrassants avec Ghislaine Maxwell et une guerre sans merci contre la presse? Parce que derrière l'image protocolaire, derrière les tapis rouges et les banquets officiels, se cache une vérité que les caméras n'osent pas toujours montrer. Trump ne voyage jamais seul. Il est toujours accompagné par ses fantômes. Des juges qui le condamnent. Des fréquentations sulfureuses qui le hantent. Et une presse qui, à chaque instant, attend sa prochaine chute. Ici, pas de fiction, pas d'ornement. Juste une plongée brute, satirique, mais nécessaire, dans ce qu'incarne aujourd'hui Donald Trump. Un président qui défie la loi, la morale et même la vérité, tout en paradant comme si de rien n'était. Partie 1 Windsor. La cérémonie et la colère populaire. Imaginez la scène. Le château de Windsor, symbole millénaire de la monarchie britannique, ses pierres chargées d'histoire, théâtre des grandes réceptions royales, devient soudainement l'écran géant d'un spectacle inattendu. Oui, parce que lorsque Donald Trump a posé le pied sur le sol britannique, il n'a pas seulement trouvé un tapis rouge soigneusement repassé par le protocole royal. Non. Il a surtout trouvé un peuple déterminé à transformer son accueil en véritable show satirique. Et quel show! Des manifestants, armés non pas de torchers ou de fourches comme au Moyen-Âge, mais de projecteurs haute définition, ont illuminé les murs sacrés de Windsor avec les images les plus embarrassantes possibles. Portraits de Trump juxtaposés à Jeffrey Epstein, au prince Andrew et à Ghislaine Maxwell. Rien que ça. Un rappel visuel, cinglant, d'un passé sulfureux qui colle à la peau du président américain comme une tache de ketchup sur une chemise blanche. Impossible à faire disparaître, même en criant fake news. À cet instant précis, Windsor n'était plus Windsor. Ce n'était plus un château, mais une salle de cinéma géante projetant la bande-annonce d'un film dont Trump aurait préféré brûler les bobines. Et le public? Pas seulement les passants. Le monde entier, grâce aux réseaux sociaux, a eu droit à cette projection sauvage. Et soyons clairs, aucun attaché de presse ne peut rivaliser avec la puissance d'une image diffusée sur les pierres d'un château royal. Mais attendez, parce que l'histoire devient encore plus croustillante. La police britannique, dans sa grande tradition de gardien de l'ordre, a décidé d'arrêter plusieurs des auteurs de la projection. Officiellement pour trouble à l'ordre public. Officieusement, disons que certains se sont demandé si ces militants ne méritaient pas une médaille olympique de la créativité politique. Après tout, transformer Windsor en écran de vérité politique, c'est une performance artistique digne de figurer au jeu, si Trump n'avait pas déjà subtilisé toutes les médailles en or. Et c'est là que le contraste devient presque comique. À l'intérieur du château, ambiance feutrée, discours préparés, toast levé à la gloire de l'amitié transatlantique. À l'extérieur, une foule qui hurle « Trump, go home ». Imaginez la scène comme une pièce de théâtre absurde. D'un côté, les violons, de l'autre, les sifflets. Et au centre, un président américain qui joue à l'homme d'État, mais qui sait pertinemment qu'il est la star involontaire d'un spectacle satirique improvisé. Car oui, ce n'était pas une simple manifestation. C'était un rappel brutal que la popularité de Trump, hors de ses frontières, est tout sauf unanime. Les Britanniques, pourtant réputés pour leur flegme et leur thé à 17 heures, ont troqué la tasse contre le mégaphone. Ils ne voulaient pas de sa visite, et ils l'ont dit haut et fort. Windsor, pour un soir, est devenu un ring, le pouvoir officiel contre la colère populaire. Et ce ring, Trump ne pouvait pas l'éviter. Même s'il prétend ne rien voir, même s'il sourit devant les caméras, il sait. Il sait que ces images, celles projetées sur le château, resteront dans la mémoire collective. Parce qu'on peut contrôler les communiqués de presse, on peut verrouiller les conférences, mais on ne peut pas effacer une image projetée sur Windsor, reprise par des millions d'yeux à travers le monde. Alors, la question se pose, comment un président censé incarner la force de l'Amérique se retrouve-t-il accueilli en Europe comme une rockstar déchue? Est-ce le poids de ses casseroles judiciaires? Est-ce le rejet de son style abrasif? Ou est-ce tout simplement la conséquence logique d'années de déclarations incendiaires qui finissent par se retourner contre lui, comme un boomerang lancé un peu trop fort? Ce qui est sûr, c'est que Windsor n'a pas offert à Trump l'image d'un triomphe diplomatique. Loin de là. Cette visite, censée renforcer les liens entre Washington et Londres,
a d'abord mis en lumière le gouffre entre l'image que Trump veut projeter et celle que les gens voient vraiment. D'un côté, un président qui se présente comme le sauveur de l'Occident. De l'autre, des citoyens qui le considèrent comme une menace, un imposteur, voire un criminel en costume. Et c'est précisément cette contradiction qui rend la scène si captivante. Parce qu'elle pose la grande question de fond. Peut-on être reçu en grande pompe tout en étant rejeté par le peuple? Peut-on lever un toast avec un roi alors que des milliers de voix dehors crient votre nom comme une insulte? Voilà le paradoxe Trump à Windsor, un mélange de solennité royale et de satire populaire, une visite d'État transformée en performance politique. Et c'est cette tension-là, ce grand écart entre l'apparat et la contestation, qui va nous guider dans les prochaines parties. Car Windsor n'était que le décor du premier acte d'une pièce beaucoup plus vaste, celle où les procès, les scandales et les deals économiques se croisent et redessinent l'image d'un président déjà plus controversé que jamais. Partie 2, le dossier judiciaire. Pourquoi ça pèse sur l'image? Parlons maintenant du dossier judiciaire de Donald Trump. Parce que soyons honnêtes, quand un président voyage à l'étranger, il ne transporte pas seulement sa mallette nucléaire et ses discours préparés. Non. Il emmène aussi avec lui une valise invisible, remplie d'accusations, de condamnations et de procès en pagaille. Et croyez-moi, cette valise est beaucoup plus lourde qu'un bagage cabine. Souvenons-nous d'abord de l'épisode historique de 2024, un tribunal new-yorkais qui condamne Trump sur 34 chefs d'accusation pour falsification de documents. 34. On ne parle pas d'une simple erreur de comptabilité. On parle d'un schéma méthodique, organisé, destiné à masquer des paiements douteux, liés à des scandales sexuels et à des campagnes électorales. En clair, un président en exercice jugé coupable comme un escroc ordinaire. Un fait inédit dans l'histoire américaine, qui restera gravé dans les manuels de droit et, accessoirement, dans toutes les pancartes des manifestants de Windsor. Mais ce n'est pas tout. Car au-delà du pénal, il y a le civil. Rappelez-vous, Donald Trump a été reconnu civilement responsable d'agressions sexuelles. Oui, le président des États-Unis en titre, reconnu responsable par un jury fédéral d'un acte que lui-même a tenté de minimiser en jouant sur les mots. Résultat? Des dommages financiers imposés, une réputation déjà bancale encore plus fissurée, et surtout, un symbole qui colle à chaque déplacement. Trump n'est pas seulement un dirigeant controversé, il est un dirigeant condamné. Et c'est là que le bâtiment blesse. Parce qu'un procès, ça ne s'oublie pas. Ce n'est pas un tweet qu'on peut effacer, ce n'est pas un discours qu'on peut réécrire. Un verdict reste. Et lorsque Trump se présente en Europe, dans le faste des cérémonies royales, ces casseroles judiciaires deviennent la bande-son invisible de sa visite. Les caméras filment les sourires, mais l'opinion publique entend le bruit des chaînes. Alors, posons la question. Comment un président peut-il prétendre incarner la loi et l'ordre quand il est lui-même condamné par la loi et poursuivi par l'ordre judiciaire? C'est le paradoxe Trump. Il clame qu'il est victime d'un witch hunt, une chasse aux sorcières orchestrée par ses ennemis. Mais la vérité, c'est que les jurés, les juges et les preuves ne sont pas des sorcières. Ce sont des institutions, des procédures, des verdicts autrement dit, le cœur même de l'état de droit américain. Et pourtant, malgré ses condamnations, Trump se pavane, monte dans Air Force One, serre la main des monarques, comme si de rien n'était. C'est presque une performance. Un numéro de funambule, marcher sur le fil de la diplomatie tout en portant le poids de dizaines de chefs d'accusation. Peu d'hommes auraient le culot de le faire. Mais Trump, il en fait un style. Bien sûr, ses partisans répètent le refrain habituel. Tout ça, c'est politique. Tout ça, c'est une cabale. Et Trump lui-même se met en scène comme une victime héroïque, persécuté par les fake news et les procureurs démocrates. Mais à Windsor, difficile de vendre cette image. Parce qu'au-delà de l'Atlantique, les Européens voient autre chose. Non pas un martyr politique, mais un président qui collectionne les procès comme d'autres collectionnent les timbres. Et la presse britannique, elle, ne s'y trompe pas. Les tabloïds se régalent. Une photo de Trump avec le roi Charles en une, à côté des gros titres rappelant ses condamnations. Un mélange de protocole royal et de scandale judiciaire. C'est comme si Buckingham Palace organisait un banquet pour un invité qui vient d'être reconnu coupable de fraude, sauf qu'ici, c'est Windsor, et l'invité, c'est le président de la première puissance mondiale. Ce qui est fascinant, c'est que ces affaires judiciaires ne sont pas de simples lignes de plus dans un CV. Elles structurent désormais la perception de Trump. Quand il attaque la presse, quand il insulte les juges, quand il crie au complot, ce n'est pas seulement de la rhétorique. C'est la réaction d'un homme qui se sait rattrapé par la justice. Et ça, le public le ressent, même à des milliers de kilomètres. Alors oui, Trump continue de prétendre qu'il est l'homme fort qui protège l'Amérique. Mais ses procès disent autre chose, qu'il est vulnérable, assiégé, contraint de répondre non pas seulement aux électeurs, mais aux juges.
Et cette contradiction, encore une fois, saute aux yeux lorsqu'il se rend en Europe. Car ici, l'étiquette présidentielle ne suffit pas à masquer le casier judiciaire qui s'allonge. En somme, le dossier judiciaire de Donald Trump est bien plus qu'une affaire de tribunaux. C'est une ombre portée sur chaque déplacement officiel. Un rappel constant que le président des États-Unis n'est pas seulement un dirigeant en exercice, mais aussi un justiciable sous surveillance. Et cette ombre, à Windsor comme ailleurs, est impossible à ignorer. Et c'est précisément cette ombre qui nous mène à la suite. Car derrière les procès et les condamnations se cache un autre feuilleton, tout aussi explosif, celui des fréquentations sulfureuses, des alliances troubles et des révélations autour de Ghislaine Maxwell et du réseau Epstein. Partie 3. Ghislaine Maxwell et l'ombre de la justice américaine. Ah, Ghislaine Maxwell. Rien que ce nom suffit à plomber n'importe quelle réception mondaine. Imaginez la scène. Trump, en grande pompe à Windsor, serrant des mains et jouant au président impeccable, alors qu'en arrière-plan plane toujours le spectre de ses fréquentations passées. Parce que oui, Donald Trump et Ghislaine Maxwell, ce n'est pas une simple coïncidence mondaine. C'est une photo ici, un sourire là, une poignée de mains immortalisées par des magazines qui, aujourd'hui encore, circulent comme des preuves muettes d'un passé embarrassant. Et ne vous méprenez pas, dans l'arène politique américaine, une simple photo peut devenir une arme de destruction massive. Vous savez, cette image de Trump déclarant « I wish her well » après l'arrestation de Maxwell. 3 mots. 3 petits mots qui ont fait l'effet d'un tremblement de terre. Parce qu'on ne souhaite pas bonne chance à une femme accusée de recruter, manipuler et exploiter des mineurs pour le compte du sulfureux Jeffrey Epstein. Sauf si, justement, on a quelque chose à cacher, ou du moins, un lien à préserver. Et c'est là toute la gêne. Ghislaine Maxwell n'est pas n'importe qui. Elle est la pièce maîtresse du puzzle Epstein, le réseau tentaculaire de soirées privées, de yachts, d'îles exotiques et de carnets d'adresses où se mêlent politiciens, milliardaires et célébrités. Bref, l'élite mondiale en pleine compromission. Et Trump? Eh bien, il a été vu, plusieurs fois, dans ce cercle. Sourire complice, conversation décontractée. Pas un hasard. Une fréquentation réelle, visible, documentée. Alors forcément, quand Maxwell a été jugé et condamné pour trafic sexuel et conspiration, tous les projecteurs se sont tournés vers ceux qui l'avaient côtoyé. Et devinez qui figurait dans les archives photos et les témoignages? Donald Trump. Pas accusé, pas poursuivi mais présent. Suffisamment pour que l'opinion publique se demande « Que savait-il? Que voyait-il ?» Et surtout, pourquoi, en pleine tempête judiciaire, lui a-t-il souhaité bonne chance? Le problème, c'est que ces affaires ne s'effacent pas. Elles collent comme une tache de vin rouge sur un tapis blanc. Chaque fois que Trump parle de morale, de valeurs, des America First, il y a cette contradiction flagrante. Comment un président censé défendre les plus vulnérables a-t-il pu fréquenter, ne serait-ce qu'un instant, le cercle d'un prédateur sexuel et de sa complice? Et là, les critiques fusent. Pour beaucoup, l'affaire Maxwell symbolise la fragilité de la justice américaine. Une justice qui, certes, a fini par condamner Ghislaine, mais qui a laissé flotter dans l'air une question dérangeante. Pourquoi tant de non-puissants, liés à Epstein et Maxwell, semblent intouchables? Pourquoi certains carnets d'adresses restent-ils verrouillés? Pourquoi les enquêtes paraissent s'arrêter là où commencent les vrais scandales? C'est précisément cette ambiguïté qui pèse sur Trump. Car il n'est pas simplement un président controversé, il est aussi l'incarnation de ce système où l'élite semble jouer avec des règles différentes. Pour ses partisans, il reste l'homme qui défie le système. Mais pour ses détracteurs, il est exactement l'inverse, un homme protégé par ce système, malgré ses fréquentations douteuses. Et vous savez quoi? Les Européens, eux, n'oublient pas. Quand Trump se montre aux côtés des rois, des reines, des premiers ministres, la presse européenne sort immédiatement les archives. Rappelons que Donald Trump a souhaité bonne chance à Ghislaine Maxwell, titrent certains journaux. Une piqûre de rappel qui transforme chaque banquet officiel en rappel à l'ordre moral. Ce qui est fascinant, c'est que Trump réussit à transformer même ce genre de scandale en carburant politique. Plutôt que de fuir le sujet, il le retourne. Tout ça, c'est des mensonges, dit-il. Je ne fais que subir une campagne de diffamation. Et dans un certain sens, cette posture fonctionne auprès de ses bases électorales. Parce qu'aux yeux de ses partisans, chaque attaque contre Trump, qu'elle vienne de la presse, de la justice ou des révélations Maxwell, n'est qu'une preuve supplémentaire de son statut de martyr politique. Mais attention, à l'international, cette stratégie ne prend pas. En Europe, la presse n'est pas fascinée par le martyr Trump. Elle est fascinée par le paradoxe Trump, l'homme qui se présente comme le sauveur de l'Amérique tout en étant entouré d'ombres judiciaires et de fréquentations compromettantes. Et c'est bien ça, l'effet Maxwell.
Ce n'est pas seulement une affaire judiciaire close. C'est une ombre permanente, un rappel que derrière la façade présidentielle, il existe des zones grises, des liens toxiques, des réseaux opaques qui ternissent l'image de la première puissance mondiale. Alors, posons-nous la vraie question. Quand Trump serre la main du roi Charles, que voit-on vraiment? Un président légitime, représentant fier de son peuple? Ou un homme qui, derrière les sourires, traîne des fantômes du passé, des fréquentations embarrassantes, et une justice qui semble toujours courir derrière lui sans jamais le rattraper complètement? Et c'est exactement cette tension, entre image officielle et réalité sulfureuse, qui prépare le terrain pour la suite. Car au-delà de Maxwell, au-delà même des procès de New York, se joue un affrontement bien plus vaste. Celui entre Trump et la presse américaine, une guerre sans fin où chaque révélation devient une bombe à retardement. Partie 4. La guerre avec la presse, le quatrième pouvoir sous attaque. S'il existe un adversaire que Donald Trump ne supporte pas, plus encore que ses juges, ses procureurs ou même ses rivaux politiques, c'est bien la presse américaine. Depuis son arrivée sur la scène politique, Trump a transformé le combat contre les médias en véritable marque de fabrique. À tel point que pour beaucoup d'Américains, il est devenu impossible d'entendre le mot journaliste sans l'associer à une de ses punchlines favorites, fake news. Et attention, ce n'est pas un simple slogan. C'est une stratégie. Trump a réussi à transformer le quatrième pouvoir en punching ball permanent. CNN, ennemi du peuple. Le New York Times, machine à mensonges. MSNBC, propagande gauchiste. Et Fox News, même Fox, son ancien bastion, a fini par goûter aux foudres présidentielles quand ses éditorialistes ont osé remettre en cause certaines de ses affirmations électorales. Voilà le paradoxe Trump, un président qui a eu besoin des médias pour exister, mais qui les insulte quotidiennement pour mobiliser sa base. Parce que soyons honnêtes, sans couverture médiatique, Trump n'est rien. Pas de buzz, pas de clash, pas de spectacle. Mais en désignant les journalistes comme ennemis publics, il a trouvé le carburant parfait pour galvaniser ses partisans. Imaginez la scène. Dans un meeting enflammé, Trump pointe du doigt la zone réservée à la presse et lance « Regardez-les, ces menteurs ». La foule se retourne, insulte. Le message est clair. Ce ne sont plus des reporters, ce sont des conspirateurs. Et ce climat, jour après jour, meeting après meeting, a fini par transformer une critique politique en véritable guerre culturelle. Le problème, c'est que cette guerre ne s'arrête pas aux frontières américaines. À Windsor, à Londres, à Paris, chaque sortie de Trump est scrutée par une presse internationale qui, elle, n'a pas peur d'appuyer là où ça fait mal. Résultat, ces attaques contre les médias américains deviennent du pain béni pour la presse étrangère, qui se délecte de ce spectacle. Un président des États-Unis en croisade permanente contre le quatrième pouvoir censé être le garde-fou de la démocratie. Mais pourquoi cette obsession? La réponse est simple. La presse détient ce que Trump redoute le plus. Les archives. Les preuves. Les témoignages. Ce sont les journalistes qui exhument les photos avec Ghislaine Maxwell. Ce sont eux qui révèlent les détails croustillants de ses procès à New York. Ce sont eux qui creusent dans ses déclarations fiscales, dans ses deals douteux, dans ses relations troubles. Bref, la presse est la mémoire que Trump aimerait effacer, mais qui revient sans cesse hanter sa carrière politique. Et c'est là que réside la satire suprême. Trump, l'homme qui accuse la presse d'être l'ennemi du peuple, ne peut tout simplement pas vivre sans elle. Chaque fois qu'un média le critique, il bondit sur l'occasion pour crier au complot. Chaque scandale devient une tribune. Chacune de journal devient un argument de campagne. Au point que certains journalistes se demandent, Trump nous détestait-il vraiment, ou bien sommes-nous son carburant secret? Et pourtant, il faut le dire, cette guerre n'est pas sans conséquences. Aux États-Unis, la confiance du public envers les médias a chuté à des niveaux historiquement bas. La moitié des Américains ne croient plus ce qu'ils lisent ou entendent dans la presse. Et ce n'est pas un hasard. C'est le fruit d'années de martèlement où Trump a réussi à installer l'idée que la vérité n'existe plus. Il y a sa vérité, celle de ses partisans, et puis il y a le reste, des mensonges. Résultat, on vit dans une Amérique fracturée, où deux réalités coexistent. Dans l'une, Trump est un président persécuté par une élite médiatico-judiciaire corrompue. Dans l'autre, c'est un chef d'État discrédité, poursuivi par des faits bien réels. Deux Amériques qui ne se parlent plus, qui ne lisent plus les mêmes journaux, qui ne regardent plus les mêmes chaînes. Et tout ça, c'est en grande partie le fruit de sa guerre avec la presse. Et lorsqu'il débarque à Windsor, cette fracture s'exporte. Parce que pour les Européens, cette hostilité permanente envers les journalistes est incompréhensible. Comment le président de la première puissance mondiale peut-il insulter, rabaisser et menacer ceux qui incarnent un pilier fondamental de toute démocratie?
La réponse tient en une phrase. Trump ne gouverne pas comme un président traditionnel, il gouverne comme une star de télé-réalité. Et dans ce monde-là, il n'y a pas de presse libre, il n'y a que des fans et des ennemis. Alors oui, Trump continue de crier au complot, de traiter la presse de fake news, de jouer le martyr. Mais en réalité, chaque article, chaque révélation, chaque critique nourrit le personnage qu'il a créé. L'anti-héros qui se bat seul contre le système. Un système dans lequel, ironie suprême, la presse est à la fois son meilleur ennemi et son plus fidèle allié. Et c'est précisément cette relation toxique, ce duel permanent entre Trump et les médias, qui ouvre la voie à la prochaine grande question. Jusqu'où cette guerre d'image peut-elle aller? Parce qu'après la justice, après Maxwell, après la presse, il reste un dernier acteur qui aura son mot à dire, l'opinion publique elle-même, celle qui décidera si Trump reste une anomalie passagère ou le nouveau visage durable de l'Amérique. Alors, que retenir de ce voyage à Windsor et de toutes ces affaires qui collent à Trump comme une ombre tenace? Une chose essentielle, l'image d'un président américain n'est plus ce qu'elle était. Autrefois, le monde voyait en lui le symbole de la démocratie, de la puissance, de la stabilité. Aujourd'hui, il voit un homme en guerre contre ses juges, en guerre contre la presse, en guerre contre sa propre réputation. Donald Trump n'est pas seulement en déplacement diplomatique. Il est en tournée judiciaire permanente. Chaque apparition, chaque discours, chaque poignée de main royale est contaminée par cette réalité. Un président peut sourire aux caméras, mais il ne peut pas sourire à ses condamnations. Et si cette guerre contre la justice, la presse et l'opinion semblent aujourd'hui renforcer son personnage, la question reste entière. Combien de temps encore ce numéro de funambule peut-il durer avant que le fil ne casse? Et maintenant, à vous de juger. Pensez-vous que Trump est le génie d'une mise en scène magistrale, capable de transformer chaque scandale en force politique? Ou bien est-il simplement l'icône d'une Amérique fracturée, prisonnière de ses mensonges et de ses contradictions? Dites-le-moi en commentaire, parce que votre voix compte. Abonnez-vous si vous voulez qu'on continue à décrypter sans filtre les coulisses du pouvoir et les masques des dirigeants. Et surtout, activez la cloche, parce que dans cette histoire, croyez-moi, le prochain épisode est déjà en train de s'écrire.